L'épisode 7 de la saison 2 est l'un des épisodes les plus forts de la saison et offre un aperçu de ce que nous réserve le final. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. À l'exception de l'épisode 4, la danse des dragons a été une lente construction dans la deuxième saison du préquel de Game of Thrones, avec le contenu de la série pour construire progressivement ses intrigues et ses arcs de personnages. Et ce n'est pas un reproche. L'épisode 7, qui est principalement centré sur la revendication des dragons, donne vie aux choses, ouvrant la voie à un final enflammé. Les visions de Harrenhal et le scénario général de Daemon Targaryen ont fait l'objet de certaines critiques, ce qui est compréhensible. Certes, il y a une forte récompense cette semaine, même si je ne m'attendais pas vraiment à ce que cela vienne autant de la part d'Oscar Tully, avec Archie Barnes tenant bon contre Matt Smith. Couillu, le petit Tully. C'est une scène géniale pour Daemon, surtout parce que ce n'est pas lui qui contrôle, une position à laquelle il n'est pas habitué et surtout qu'il n'aime pas, et qui fonctionne bien pour remettre son histoire dans les conflans sur les rails. J'ai aimé voir Paddy Considine revenir dans le rôle de Viserys dans l'épisode 6, mais j'ai envie de revenir sur le fait que cette semaine, c'était pas du tout nécessaire. J'aurais préféré passer ce temps avec Daemon dans la réalité par exemple, ou étendre d'autres scènes, car cela n'ajoute pas grand chose et surtout ça marche sur un terrain très familier, mais c'est suffisamment bref pour ne pas trop faire de mal aux choses. Espérons que ce soit la dernière des visions, car la réalité de l'histoire de Daemon devrait lui permettre d'aller vraiment de l'avant maintenant. Il n'y a pas autant de drame sur Port-Réal cette semaine, avec un accent plus prononcé sur Père Dragon. Mais ce que nous obtenons est toujours très bien interprété. Olivia Cooke est encore une fois géniale dans le rôle d'Alicent Hightower, et la scène du lac est vraiment dingue. C'est le genre de choses qui aurait facilement pu être laissées de côté, mais cela montre tellement de choses sur le personnage. Cela démontre parfaitement ses tentatives de se nettoyer en s'appuyant sur les paroles plus tôt dans l'épisode, tout en essayant également de trouver un sentiment de liberté pour la première fois depuis bien longtemps. J'aime aussi beaucoup la dynamique croissante entre Larry Strong et le roi Aegon de Targaryen, qui a eu d'excellentes scènes au fil des semaines consécutives. Je suis heureux qu'Aegon soit progressivement plus actif et conscient, car cela permet une meilleure performance de Tom Glencairn, qui est l'un des MVP de la saison. Ce genre de conversation et de machination me rappelle beaucoup Game of Thrones, et le fait que House of the Dragon ne sent pas mauvais d'après cette comparaison, c'est impressionnant. Faisant suite au nouveau dragonnier de Fumée des Mers dans l'épisode 6, cet épisode se concentre sur la recherche d'encore plus de personnes susceptibles de chevaucher les dragons non réclamés dans la guerre civile des Targaryens. C'est une histoire qui mène à un travail de personnages riche, à une action brutale et à des moments de pure fantaisie. Cela rapporte certaines décisions précoces comme faire commencer Hugh et Ulf à Port-Réal, un changement par rapport au livre. Et surtout, maintient également les choses enracinées dans des personnalités importantes telles que Rhaenyra Targaryen et surtout Jacaerys Velaryon. Depuis le début, avec Rhaenyra affrontant Adan de Karen, j'aime la façon dont cet épisode tient compte de l'idée d'exception des Targaryens et de la nature même des dragons eux-mêmes. Cela vient en premier avec Vermithor, qui montre pourquoi il est appelé la Furie de Bronze alors qu'il se déchaîne contre plusieurs graines avant de se lier avec Hugh. Puis avec Aile d'Argent avec Ulf. Cela montre non seulement à quel point ils sont dangereux et puissants, mais aussi à quel point ils sont complexes, à quel point ils sont merveilleux et magiques, et à quel point on les comprend vraiment de manière fascinante qui n'a pas été autant explorée. Emma Darcy, encore une fois, est brillante, tous les acteurs transmettent tellement de choses sans même avoir besoin de parler, le plan à la fin de Rhaenyra regardant avec la confiance, la fureur et la puissance d'un dragon est une fin parfaite pour un épisode. Mais il y en a un aussi 10 minutes plus tôt, lorsque Vermithor est fou furieux, qui transmet aussi habilement l'horreur de la situation avec un cliquetis faisant penser à un lance-flamme. De nombreux éloges doivent également être adressés à Harry Collett, qui donne sa meilleure performance à ce jour dans le rôle de Jacaerys. La scène où il parle d'être le fils de Harwin Strong est puissante et dévastatrice. Dans l'ensemble, c'est un très bon épisode, mais j'ai quelques petits reproches. La représentation de la distance et du temps écoulé pendant qu'Aemon et Vhagar pourchassaient Ulf et Aile d'Argent était, au mieux, discutable. Avoir une autre conversation entre Corlys Velaryon et Aline de Carrel dans exactement le même chantier naval me pousse à les supplier d'avoir une conversation pitié dans un bar ailleurs. Cependant, le lien l'emporte certainement sur le mal, et j'espère que cela signifie que la saison 2 de House of the Dragon se termine sur une note très forte. Dans la scène finale de l'épisode 7, la petite réunion du conseil Daemon est interrompue par un dragon aperçu en train de voler autour de Port-Réal. Étant donné qu'il s'agit d'un dragon qu'Aemon ne reconnaît pas, il part rapidement à la recherche de Vhagar, son dragon en convalescence depuis le siège. Il monte Vhagar et vole après le dragon méconnu, monté par Ulf. Aemon poursuit le dragon au-dessus de la baie de la Nera, s'arrêtant juste avant Père Dragon avant de dire à Vhagar de faire demi-tour et de battre en retraite. Aemon
est très confus par la situation, voyant un dragon inconnu avec un dragonnier inconnu. Il le poursuit d'abord pour recueillir plus d'informations. Cependant, le chasser en territoire ennemi serait un énorme risque, car il sait que les Noirs ont au moins 3 autres dragons là-bas, Syrax, Vermax et Dancelune. Bagar est peut-être le plus grand des dragons, mais Aemon sait qu'ils ne sont pas invulnérables et ce n'est pas un combat qu'ils devraient mener. Essentiellement, les Noirs ont envoyé un gros coup de pression pour faire savoir à Aemon ce qui allait arriver par la suite. Vermithor, la Furie de Bronze, est l'un des dragons les plus grands et les plus puissants de l'histoire de Game of Thrones, connu pour être monté par le roi Jaehaerys. Jaehaerys est connu comme l'un des plus grands monarques targaryens ayant connu le plus long règne de Perro relatif dans le royaume. Cependant, Vermithor avait encore l'opportunité de se renforcer grâce à de brefs conflits et à des tonnes d'expérience en vol et en tournée dans les 7 royaumes, y compris le Nord et le Mur. Cela étant dit, il est logique que Vermithor choisisse un dragonnier qui a la force et le courage. Hugh non seulement appelle le dragon, affirmant qu'il est prêt à mourir, mais il sauve également une autre graine de dragon dans le processus. Vermithor respecte la ténacité et l'intrépidité de Hugh. Les dragons forts veulent généralement des dragonniers qui se lieront vraiment avec eux, et l'ancien dragonnier de Vermithor est l'un des hommes les plus respectés que les 7 royaumes aient jamais vus. Le dragon a une barre haute et voit Hugh pour sa force pendant le moment culminant de l'épisode. La chance semble être en faveur de Rhaenyra après l'épisode 7, alors qu'elle a rassemblé une énorme liste de dragonniers. Alors que les Verts n'ont plus que Bagar, alors qu'Aegon et Feu du Soleil sont toujours en convalescence, les Noirs ont plusieurs dragons. Ils avaient déjà Syrax, Vermax et Dancelune, qui ne sont pas tous particulièrement grands ni expérimentés. Daemon et son dragon sont toujours de leur côté, bien qu'ils soient des voyous pendant la majorité de la saison 2, son histoire indiquant qu'il reviendra peut-être vers eux. Avec l'ajout de 3 nouveaux dragonniers, Adam sur Fumée des Mers, Hugh sur Vermithor et Ulf sur Aile d'Argent, les Noirs disposent de 7 dragons facilement disponibles pour la guerre, tandis que les Verts n'en ont qu'un. Vagar est peut-être le plus grand dragon du royaume, mais il n'a aucune chance seul contre l'équipe de Rhaenyra. C'est chaud. Outre Aegon II, Aemon et Elaena, Alicent Hightower et le roi Viserys I Targaryen ont en fait un autre fils. Daeron Targaryen existe et a même été mentionné tout au long de la saison 2, mais il n'est toujours pas apparu à l'écran. Selon la série, il a vécu à Ville-Vieille, le siège de la maison Hightower, où il a été élevé séparément de ses frères et sœurs. L'épisode 7 note de manière importante qu'il est également un dragonnier avec un dragon nommé Tessarion. Contre les 7 dragons désormais accumulés par les Noirs, avoir un dragon de plus ne fera pas une différence monumentale, d'autant plus que Tessarion est assez jeune et inexpérimenté. Lorsqu'il est mentionné que Tessarion vient de prendre son envol, cela laisse entendre que Daeron apparaîtra probablement au début de la saison 3 et que les Verts ne sont pas totalement déprimés. Ils ont toujours l'armée Hightower en route et la guerre est loin d'être terminée, quelle que soit l'issue du final à venir de la saison 2. Est-ce que vous avez vu à quel point Daemon ressemble finalement au Protecteur? Les deux, ils sont à fond dans le pouvoir, mais par contre, ils peuvent pas diriger ce fameux pouvoir. C'est dingue, comme la représentation est vraiment folle. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.